Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici nos titres. Une première condamnation contre Aung San Suu Kyi en Birmanie. La prix Nobel de la paix renversée par l'armée est condamnée à 4 ans de prison pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. L'ancien président Win Myint a lui été condamné à la même peine. D'autres procès, d'autres peines les attendent, vous le verrez dans les semaines qui viennent. À 3 semaines des fêtes de fin d'année, le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 est toujours très haut en France. Celui des patients hospitalisés augmente. Quelle sera la réponse de l'exécutif ? Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce lundi à l'Elysée. Plusieurs pistes sont envisagées comme la vaccination des enfants sur la base du volontariat, une avancée des vacances scolaires d'1 semaine ou le port du masque en extérieur. Pas question d'imposer à nouveau des jauges, des confinements ou des couvre-feux pour l'instant. Et puis Adama Barrow, réélu en Gambie, le président sortant l'emporte avec 55% des voix selon la commission électorale. Victoire célébrée une grande partie de la nuit par ses partisans dans les rues de Banjul. Une victoire contestée également par 3 de ses adversaires dans ce scrutin. La CEDEAO les appelle à accepter les résultats de bonne foi. Voilà pour nos titres. À suivre également dans un quart d'heure l'invité de Paris Direct. J'aurai à mes côtés le sondeur et politologue Jérôme Sainte-Marie pour un bilan d'un week-end marquant dans la campagne pour l'élection présidentielle en France. L'officialisation de 2 candidatures, Valérie Pécresse à droite, Éric Zemmour à l'extrême droite. On fait le point sur ces clivages sur la scène politique, peut-être représentatif également d'une société clivée à 3 mois de la date limite des parrainages, à 4 mois du second tour. Ce sera après le journal. Bienvenue, c'est Paris Direct. C'est une nouvelle victoire pour la junte militaire au pouvoir en Birmanie depuis son coup d'État du 1er février. La première condamnation de la militante pro-démocratie Aung San Suu Kyi. Probablement pas la dernière, car de nombreux procès sont intentés contre elle. La prix Nobel de la paix est condamnée à 4 ans de prison, 2 ans pour incitation aux troubles publics, 2 ans pour violation des règles sanitaires liées au Covid, des peines sévères. Le point avec la correspondante des RFI dans la région, Carole Isou, qui répond à Pauline Godard. C'est un verdict sévère, en effet, qui vient de tomber. Là, nous sommes à la mi-journée déjà en Asie du Sud-Est. 4 ans de prison, c'est un verdict assez sévère si on prend en compte le fait qu'il ne concernait que les 2 premiers des 11 chefs d'accusation qui pèsent aujourd'hui contre Aung San Suu Kyi, ceux donc qui concernaient l'incitation aux troubles publics et la violation des lois anti-Covid. Donc un verdict très sévère qui est de nature à satisfaire les militaires. En tout, ce sont 102 ans de prison que risque Aung San Suu Kyi si on prend en compte également les chefs d'accusation plus sévères qui concernent la trahison et le secret d'État. C'est un verdict qui n'est pas étonnant dans un pays où l'état de droit a disparu, où désormais les militaires tiennent complètement les carrières et la vie des juges. C'est un verdict néanmoins qui a pour but très clairement d'écarter définitivement de la vie politique Aung San Suu Kyi, qui aujourd'hui a 76 ans. Aung San Suu Kyi, dans 4 ans, elle aura donc 80 ans, mais l'aura, le pouvoir moral, ce qu'elle représente pour les Birmans est tellement fort que cela fait d'elle un adversaire politique contre lequel les militaires ne pourront jamais lutter. Carole, est-ce qu'on peut s'attendre à des réactions des manifestants qui la soutiennent ? C'est bien là toute la question. La Birmanie est toujours dans un état très volatile. Il y a des émeutes tous les jours, même si elles ne sont pas forcément toujours au centre de l'attention médiatique aujourd'hui. À Rangoon, encore hier, de nombreuses manifestations ont eu lieu et d'ailleurs un convoi militaire a créé des blessés, a conduit directement dans la foule, faisant au moins 3 blessés graves. Les situations aux frontières, et notamment à la frontière indienne, vraiment a glissé dans la guerre civile ces derniers mois. Et donc, il est à craindre que ces 4 ans de prison pour la dame de Rangoon ne viennent ajouter à une situation qui est déjà extrêmement volatile aujourd'hui en Birmanie. En France, face à la nouvelle vague de Covid-19, Emmanuel Macron a promis de répondre avec pragmatisme, proportion et philosophie. Oui, mais comment ? Le sujet est au cœur d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce lundi à l'Elysée. Les contaminations sont fortes, le nombre de personnes hospitalisées augmente.
alors que les Français se préparent à fêter les fêtes de fin d'année en famille. Quelles seront les solutions retenues pour freiner l'épidémie? Plusieurs pistes sont sur la table. Vaccination des enfants sur la base du volontariat, avancée des vacances scolaires d'une semaine ou encore port du masque à l'extérieur. Jules Boiteau. Faut-il s'attendre à un nouveau tour de vis à l'issue du Conseil de défense sanitaire? A priori, pas de reconfinement ni de retour du couvre-feu, mais des pistes seront débattues pour freiner l'épidémie. Parmi elles, une forte incitation au télétravail, une mesure réclamée par les médecins. Ça peut avoir un impact non seulement sur les contaminations qui ont lieu lors du travail, mais aussi lors de la restauration et dans les transports en commun. Y aura-t-il de nouvelles jauges? À 3 semaines de Noël, les centres commerciaux et les restaurants s'inquiètent. À Bordeaux, par exemple, les restaurateurs sont pessimistes. Pour le nouvel an, c'est mal parti. J'ai déjà prévenu mon personnel en disant qu'à mon avis, le 31, on ne le fera pas. On a beaucoup d'annulations, notamment les touristes, mais aussi les écoles qui annulent un par un. Faut-il s'attendre à un retour généralisé du masque en extérieur? Certaines villes l'ont déjà anticipé. Masque obligatoire dans les rues les plus fréquentées et sur les marchés comme ici à Strasbourg. Bonne ou mauvaise idée, les avis sont partagés. C'est un peu dur à encaisser parce qu'on s'est quand même fait vacciner 1 fois, 2 fois. Là, il va falloir faire un rappel. Ça ne me dérangerait pas de mettre le masque un peu partout si c'est pour protéger autrui. Qu'en sera-t-il à l'école? L'idée d'anticiper les vacances de Noël n'est pas écartée selon le ministère. Les syndicats enseignants, eux, préféreraient revenir à un protocole plus strict. Pour le moment, nous souhaitons fermer la classe dès le premier cas de Covid pour éviter la contamination dans les classes. Trouver des mesures efficaces, sans trop contraindre ceux qui ont accepté de se faire vacciner. Pour le gouvernement, c'est un travail d'équilibriste. Certains pays européens ont déjà pris des mesures strictes et l'Italie s'ajoute à la liste. Un pass sanitaire renforcé entre en vigueur et durcit ainsi les restrictions pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le Covid-19. Ce super pass, comme il est surnommé, est notamment nécessaire pour emprunter les transports en commun. Il est en vigueur au moins jusqu'au 15 janvier. Adama Barrow, réélu dans un fauteuil, le président de Gambie remporte la présidentielle avec plus de 53% des voix dans le scrutin qui se déroulait à un tour. Ce sont les chiffres officiels. Les partisans du chef d'État sortant ont fêté sa victoire une grande partie de la nuit. Si la CEDEAO appelle ses adversaires à respecter ces résultats, ils sont nombreux à les contester. Précision de notre envoyé spécial à Banjul, Sarah Sako. Concerts de klaxons, cris de joie, danse, musique. Les supporters d'Adama Barrow ont célébré sa victoire. Dès l'annonce de sa réélection, ils ont convergé vers le centre-ville de Banjul, autour du McCarthy Square, un terrain de cricket à 2 pas de la présidence. C'est là que Adama Barrow les a rejoints un peu avant minuit. Il s'est adressé très brièvement à la foule. Il a dit notamment, en s'adressant aux autres candidats ayant participé à l'élection, oublions les élections, joignons nos forces et travaillons pour améliorer la Gambie. Il a été très longuement acclamé par la foule avant de se retirer. Je vous propose d'écouter ses partisans. Je suis heureux parce que j'ai confiance dans le président Adama Barrow. Pendant son premier mandat, il n'a pas eu assez de temps pour développer le pays. Je crois qu'au cours des 5 prochaines années, il apportera beaucoup de progrès aux Gambiens. Je me sens très heureuse parce que Barrow a gagné. Je suis super heureuse là. Nous sommes très contents, comme vous pouvez le voir. Ces célébrations parlent d'elles-mêmes. On est quand même déçus par la réaction de l'opposition parce qu'on ne s'attendait pas à ça. L'opposition, de son côté, a rejeté les résultats avant même leur proclamation finale. Ousseynou Darbo, arrivé deuxième dans ce scrutin, aux côtés de 2 autres candidats, a expliqué devant la presse que ses observateurs sur les terrains avaient observé de nombreuses irrégularités. Il appelait toutefois ses partisans à garder leur calme. Quant à la CEDEAO, l'instance régionale qui avait été très active dans la crise post-électorale en 2016, dans un communiqué dimanche, elle appelle tous les candidats à accepter les résultats. C'est une semaine historique qui débute en Allemagne. Le départ d'Angela Merkel après 16 mois à la tête du gouvernement. On en parle tout de suite dans le décryptage.
Normalement, il y a un jingle et le voilà. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Damien. On va voir tout cela avec vous. C'est le départ d'Angela Merkel, donc après 16 ans à la tête du gouvernement. Mercredi, le social-démocrate Olaf Scholz devrait être donc élu au poste de chancelier par le Bundestag. On se rapproche, Bruno, d'un accord final pour la formation d'un nouveau gouvernement. Et le PSD et les libéraux du FDP qui ont donné leur accord pendant le week-end, autour des Verts de le faire. A priori, donc ce lundi, c'est une formalité. Quels sont les grands défis de cette coalition ? Oui, alors cette fois, la page Angela Merkel est bel et bien tournée. C'est donc une nouvelle coalition plus à gauche qui va prendre les rênes du pays pour 4 ans sous l'autorité de l'austère social-démocrate Olaf Scholz. Une coalition inédite en Allemagne qu'on appelle tricolore à cause des couleurs de chacun des 3 partis, composée donc, vous l'avez dit, des sociaux-démocrates du SPD, avec à leur côté les libéraux du FPD et donc les écologistes, les Verts, dits Grünen, comme on dit en Allemagne. Alors, drôle d'attelage a priori, mais c'est une des vertus peut-être de la démocratie à l'allemande. Les 3 partis, ils ont bossé, ils ont négocié pendant plus de 2 mois un programme détaillé de gouvernement qui s'intitule « Oser plus de progrès ». On trouve dans ce programme une synthèse des fondamentaux de chacun des 3 partenaires de la coalition, après arbitrage et concessions mutuelles. Il s'agit en fait de moderniser le pays, de lutter fermement contre le réchauffement climatique et d'œuvrer pour une société du respect. Un programme qui propose donc des avancées sociales, sociétales et économiques, comme le souhaitaient le SPD et les Verts, mais dans le respect des équilibres budgétaires. Ça, c'est plutôt la marque des libéraux. Et tout sera question d'équilibre dans ce nouveau gouvernement. Ça s'annonce un peu délicat de mettre tout le monde d'accord. Concrètement, ça ressemblera à quoi ? Alors d'abord, on peut citer le retour du frein constitutionnel à l'endettement. C'est un peu une obsession allemande. Alors, ce frein, il avait été abandonné pendant la pandémie. L'objectif, c'est de revenir dès 2023 à un maximum de 0,35% du PIB pour le déficit public en Allemagne. Vous voyez que c'est assez rigoureux. Au niveau européen, en revanche, les discussions sont toujours en cours et elles s'annoncent compliquées sur le retour du fameux pacte de stabilité. La coalition s'est aussi engagée à ne pas augmenter les impôts. Alors, question tout de même, comment financer les mesures sociales dans le programme avec une telle rigueur? Pas de réponse vraiment pour l'instant. Parmi ces mesures sociales, on peut citer l'augmentation du salaire minimum horaire qui va passer de 9,60 € à 12 € ou encore l'engagement de construire 400 000 nouveaux logements par an. Et puis évidemment, il y a l'engagement climatique, priorité absolue pour ce nouveau gouvernement, respecter les objectifs de l'accord de Paris. Ça doit se traduire par une sortie accélérée du charbon 2030 au lieu de 2038, la fin du nucléaire qui est confirmée, avec en parallèle le développement massif des énergies renouvelables, notamment l'énergie produite par les panneaux solaires. Et puis côté transport, ça va donner une transformation radicale de l'industrie automobile allemande. 500 000 véhicules électriques qui roulent aujourd'hui. L'objectif, c'est d'atteindre 15 millions de voitures électriques pour 2030. La fin du nucléaire, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure dans le Focus, parce que c'est quand même un serpent de mer. Il y a donc la politique interne en Allemagne et puis il y a l'Europe. Quel rapport avec la France, entre cette nouvelle coalition et la France qui va prendre en plus la tête de l'Union européenne ? Écoutez, ça s'annonce plutôt bien. La relation avec la France est réaffirmée dans le cadre, bien sûr, de la politique européenne. Le programme, là aussi, est ambitieux. Il s'inscrit plutôt en symbiose avec les ambitions françaises, puisqu'il affirme ce programme que c'est un devoir pour l'Allemagne de développer une Europe souveraine, notamment en proposant un droit d'initiative pour le Parlement européen et des listes transnationales pour les élections européennes. Affirmation aussi en forme d'avertissement à des pays comme la Pologne ou la Hongrie. Le nouveau gouvernement allemand va défendre très fermement les valeurs d'état de droit au sein de l'Union européenne. Tout cela colle donc parfaitement avec la vision que compte proposer Emmanuel Macron lors de la présidence française de l'Union européenne qui débute le 1er janvier. Enfin, le rôle clé du moteur franco-allemand est réaffirmé. La première visite à l'étranger du nouveau chancelier Olaf Scholz, qui doit être donc officiellement investi mercredi, cette première visite, ce sera pour Paris, tradition respectée donc de part et d'autre du Rhin. Les deux pays semblent sur la même longueur d'onde côté politique européenne, et ça, évidemment, c'est plutôt bon pour l'Union. Merci beaucoup Bruno pour ce décryptage. Il est presque 8h15 ici à Paris. L'heure de faire un point sur nos principaux titres avec d'abord cette première condamnation contre Aung San Suu Kyi en Birmanie. La prix Nobel de la paix renversée par l'armée, condamnée à 4 ans de prison
pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid. L'ancien président Win Myint a été condamné à la même peine. D'autres procès, d'autres peines les attendent dans les semaines qui viennent. À 3 semaines des fêtes de fin d'année, le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 est toujours très haut en France. Celui des patients hospitalisés augmente. Quelle sera la réponse de l'exécutif ? Un nouveau conseil de défense sanitaire se tient ce lundi à l'Elysée. Plusieurs pistes sont envisagées, comme la vaccination des enfants sur la base du volontariat, une avancée des vacances scolaires d'1 semaine ou encore le port du masque en extérieur. Pas question d'imposer à nouveau des jauges, des confinements ou de couvre-feu pour l'instant. Et puis Adama Barrow réélu en Gambie. Le président sortant l'emporte avec 55% des voix selon la commission électorale. Une victoire célébrée une grande partie de la nuit par ses partisans dans les rues de la capitale Banjul. Une victoire contestée aussi par 3 de ses adversaires dans ce scrutin. La CEDEAO les appelle à accepter ces résultats de bonne foi. L'élection présidentielle en France approche peu à peu. Éric Zemmour a animé ce dimanche son premier meeting en tant que candidat. La France est de retour, a-t-il déclaré. Il en a profité pour dévoiler le nom de son nouveau parti, Reconquête. L'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique selon lui. Un meeting émaillé également d'une série d'incidents. Des militants antiracistes ont notamment été agressés. Alice Broga. Pour son premier meeting en tant que candidat, Éric Zemmour souhaitait faire une entrée parfaite, foule en liesse et mise en scène impressionnante. Mais à son arrivée, il est empoigné par un homme, aussitôt exfiltré. Selon son entourage, Éric Zemmour s'est ensuite vu prescrire 9 jours d'ITT. Sur scène, le candidat est accueilli par des militants chauffés à blanc. 1 heure de discours pour évoquer son projet pour la France et dévoiler le nom de son parti, la Reconquête. La reconquête est désormais lancée. La reconquête de notre économie, la reconquête de notre sécurité, la reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays. Un rassemblement organisé au lendemain de la désignation de Valérie Pécresse comme candidate du parti de droite Les Républicains, une manière de parasiter leur début de campagne. Valérie Pécresse rappelle sans cesse que son entrée en politique est intimement liée à la personne de Jacques Chirac. Elle se réfère sans cesse à lui. Croyons-la sur parole. Elle agira comme son mentor, elle promettra tout et ne tiendra rien. Le meeting a aussi été marqué par des échauffourées lorsque des militants de SOS Racisme au fond de la salle ont lancé des slogans contre le racisme. Ils ont été violemment pris à partie par des participants. Selon l'association, 5 activistes ont été blessés. Le meeting d'Éric Zemmour a réuni une dizaine de milliers de personnes. Et puis Jean-Luc Mélenchon poursuit sa campagne. Lui, il était en meeting à la Défense ce dimanche. Le candidat de la France insoumise a appelé à l'action contre les droites. Il n'y a pas que Zemmour, selon lui, et il n'y a pas que la droite. Jean-Luc Mélenchon a lancé l'idée d'un parlement de campagne avec des membres de la société civile. Il entend ainsi montrer qu'il peut fédérer à gauche. Écoutez. C'est la rupture. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus: non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage